Il passe. Ce numéro, il passe. Plus même le truc, comment on appelle, WhatsApp. Mon WhatsApp là-dedans. Hein? Hier, il marche. Tout passe, ça marche. Mais comment les gens n'arrivent pas à me joindre? C'est bizarre. Hein? Et c'est même allumé. Il y a toutes les fonctions qui sont en marche. Hein? Je vais essayer d'appeler Maître Goy sur mon truc. Attendez. Ah là 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 là. Sur... je vais essayer de l'appeler ici. Voir. Parce que ça marche ce téléphone. Mais je me demande pourquoi les gens essaient de me joindre et ils disent ça passe pas. C'est bizarre. Lambert Mené. Lambert Ngoy plutôt. Lambert Ngoy. Le numéro, il marche bien. Toutes les fonctions ici sont allumées. Il marche. Il faut essayer de voir si vous appelez dans un autre pays, de voir le code qui correspond pour m'avoir. Ici à Londres. Excusez-moi vraiment, parce que être sur le truc, ah, il a dit, dès qu'il arrive à la maison, il va m'appeler Lambert. Ah, d'accord, Lambert Ngoy, d'accord. Dès qu'il arrive à la maison, il va appeler. Le numéro, il marche bien. Hein? Tu peux même m'appeler même sur WhatsApp. WhatsApp à partir du numéro là, ça va passer. Hein? Tu as vu par exemple si j'appelle mon frère ici. Lui par exemple si j'appelle. Vous voyez ça sonne même. Ça sonne. Là j'appelle un collègue. Hein? Si la SIM n'était pas bon, ça passait pas. Hein? Ça n'allait pas appeler WhatsApp ou d'autres numéros. Allô mon frère, comment vas-tu? Allô? Comment vas-tu? Tu dormais? Tu dors? Mais je t'entends pas, hein? Je t'entends pas. Il dormait. Allô? Allô, mon frère? Allô? Allô, tu m'entends? Oui, c'est bien ça le numéro Lambert Ngoy, c'est bien ça. Allô, mais je t'entends pas, Guy.
Sipamba. Bon. Je vais mettre rapidement le numéro de... non, mettre le président Emmanuel Macron. Voilà. D'accord. On va voir. Ok. Allô, mon frère. Allô. Allô. Oui, ah, comment? Je t'entends. Ça va, mon frère? Oui, oui, ça va. Bon, il y a des gens qui disent qu'ils veulent me joindre, mais ils n'arrivent pas à m'avoir. J'ai dit, mais mon téléphone, il marche. Si ça ne marchait pas, hein, WhatsApp n'allait pas passer, ni Facebook, ni Twitter. Hein, j'ai dit, tout fonctionne. Hein, j'ai dit, mon numéro, il marche, mon numéro. Hein. Oui, même moi, j'ai essayé de t'appeler, ça faisait que sauter. C'était pour te dire... par rapport à l'erreur, tu sais l'erreur, c'est-à-dire je devais dire Lambert Ngoy, hein, mais j'ai dit Lambert Mende. Oui, oui, mais pourquoi? C'est par rapport à son prénom qui m'échappait. Est-ce que tu comprends? Mais après j'avais écrit ça. Voilà pourquoi j'avais demandé, je voulais repasser pour m'excuser, mais tu ne m'avais pas donné l'occasion. Mais ça fait rien. Là, je suis en direct là. Je suis en train de faire le truc pour l'Union africaine et l'Union européenne pour dire que c'est tous des voyous. Voilà. Donc, d'accord, on sera ensemble, Je vais finir, on sera ensemble. D'accord, merci mon frère. Merci. À tout à l'heure. Voilà. Donc, le numéro, il marche bien. Il marche bien. Donc, je vais vous montrer. Ça, c'est... faire voir comment le président Emmanuel Macron a reçu le grand criminel. Nous allons voir. Il a reçu le grand criminel. En visite officielle, le président rwandais Paul Kagame sera... Voilà. Excusez-moi. Oh là 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 là. Cette technologie-là, vraiment, c'est incroyable. Bon. Je vais faire voir. Non, c'est incroyable ça.
En visite officielle. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Et jamais ça me fait ça, cette tablette-là. Ah! Non, vraiment, on a beaucoup des attaques avec les Officielle, le président rwandais Paul Kagame sera mercredi 23 et jeudi 24 mai à Paris, a rapporté l'AFP. Bon, moi je veux voir où est-ce qu'il est reçu par Emmanuel Macron. Nous allons voir. Voilà, ici. Que Dieu soit béni. Que les ancêtres bantous fassent que il n'y ait pas de blocage. Voilà. Je vais mettre maintenant où il parle comme ça. Vous allez voir. Vous voyez la honte. Donc, a reçu Paul Kagame en grande pompe à Paris. Mais pendant ce temps, Paul Kagame, il a tiré sur l'avion d'Abiyarimana. Paul Kagame, il a fait quoi? Il a coupé les Rwandais Hutus avec des machettes. À l'époque de Maréchal Mobutu, la France en appelé, l'Union, comment on n'appelle pas l'Union africaine, les Nations Unies ont appelé Mobutu, le maréchal, pour demander à ce qu'ils permettent que les Rwandais Hutus rentrent à Kinshasa. Mais à ce moment, ils sont rentrés avec des armes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu ce qu'on voit, le carnage. Voilà. Maintenant, là. Voilà. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je me réjouis d'avoir accueilli à l'Élysée le président de la République du Rwanda, M. Paul Kagame, également président en exercice de l'Union africaine. Et cette visite de travail à Paris fait suite aux 2 entretiens que nous avions eus à New York en septembre, puis à New Delhi en février dernier. Le président Kagame a pu participer tout à l'heure à mes côtés au sommet Tech for Good, où nous avons pu échanger avec les plus grands chefs d'entreprise du secteur sur le rôle de la technologie et du numérique dans l'accès à l'éducation, à l'emploi, à la santé. Et nous avons, avec le président du Rwanda, des priorités partagées sur ces sujets d'avenir. Cette discussion a permis d'abord d'aller vers des engagements très concrets qui étaient pris, mais aussi a permis d'avoir un échange libre avec des dirigeants d'entreprises autour du sommet Vivatech, qui mettra pour la première fois à l'honneur l'Afrique cette année, avec non seulement un stand pour l'Afrique, mais aussi un stand pour le Rwanda. Et je reverrai demain matin, dans ce cadre, le président Kagame. Ce dernier est bien conscient de ces enjeux, de l'importance des ruptures technologiques, y compris pour le continent et surtout pour le continent africain. Et à ce titre, l'exemple donné par son pays est particulièrement illustrant, puisqu'il a su ces dernières années, dans une formidable accélération, à la fois en termes d'équipement, de qualification dans le pays, montrer que le numérique n'était pas réservé à certaines latitudes ou certains continents. Et c'est un exemple suivi par de nombreux pays africains qui va continuer à la fois en termes d'innovation, mais aussi en termes de talent. Et le succès, il y a quelques semaines, du Next Einstein Forum à Kigali en témoigne si besoin. Nous avons décidé avec le président Kagame de travailler ensemble de manière pragmatique sur les sujets d'intérêt entre nos 2 pays. Et ils sont nombreux. C'est ce que nous avons longuement évoqué ensuite dans l'entretien bilatéral qui nous a réunis.
La paix et la sécurité en Afrique, le soutien à l'innovation, le climat et l'environnement, les sujets linguistiques et éducatifs n'en sont quelques illustrations. Il ne s'agit en aucun cas de sous-estimer les difficultés du passé et la complexité de la relation bilatérale, mais au contraire, je crois pouvoir dire que notre volonté, c'est d'assumer cette complexité, de savoir la surmonter et de penser à l'avenir de nos jeunes générations qui est à construire ensemble. C'est ce vers quoi nous voulons tendre. Cela prendra sans doute du temps, mais je crois pouvoir dire que nous avons tout à la fois la sincérité de l'engagement et la volonté de faire. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, au-delà de l'échéance de cette semaine en matière de technologie et d'innovation, ce sont les questions de paix et de sécurité en Afrique. Le président Kagame, en tant que président en exercice de l'Union africaine, s'est personnellement engagé avec détermination en faveur d'une réforme de l'Union africaine. Car il est une conviction que nous partageons absolument avec le président, c'est la nécessité pour nous, Européens d'une part et Africains d'autre part, d'assumer nos responsabilités et notre sécurité. Et nous croyons aussi pour cela dans un multilatéralisme fort. C'est le sens de votre engagement, Monsieur le Président, à la tête de l'Union africaine, et c'est le sens de mon engagement au sein de l'Union européenne et aux côtés de nos partenaires africains. C'est le sens d'ailleurs depuis un an de l'action que je mène en lien constant et permanent avec l'Union africaine et nombre de ses États membres. À cet égard, je suis convaincu qu'il est dans notre intérêt collectif de soutenir le renforcement et donc le financement pérenne et prévisible des opérations africaines de paix. Je m'y suis déjà engagé à plusieurs reprises. Nous sommes convenus de travailler étroitement ensemble sur cette question essentielle et je me rendrai d'ailleurs sur ce sujet, principalement, mais pas uniquement, au sommet de l'Union africaine à Nouakchott début juillet, où nous aurons donc l'occasion de nous retrouver. Le Rwanda joue également un rôle essentiel en matière de la paix sur le continent africain et je veux ici remercier pour son engagement tout particulier. Nous avons évoqué plusieurs crises actuelles où le rôle, le travail du président Kagame est important et l'action conduite avec plusieurs autres États sera soutenue par la France. Je pense en particulier à la République centrafricaine qui a plus que jamais besoin de la mobilisation de tous les acteurs internationaux, régionaux, nationaux, et sur laquelle nous avons décidé de nous coordonner, de nous concerter très étroitement pour soutenir l'action de l'Union africaine. Nous sommes convenus de davantage nous concerter pour s'assurer que la Centrafrique ne bascule pas dans un nouveau cycle de violence et d'instabilité. Nous avons aussi évoqué la situation dans la région du Sahel, dont vous savez combien elle est notre priorité, où là aussi le travail est très étroit avec l'Union africaine depuis le début. Nous avons, je crois, ces dernières années eu de vrais progrès à travers la structuration des forces G5 Sahel et le déploiement de l'Alliance pour le Sahel, mais où nous souhaitons faire encore davantage et où l'intervention de l'Union africaine, de manière concrète, en termes de formation des troupes et d'initiatives en accompagnement, est tout à fait souhaitable. Nous avons aussi évoqué la situation en République démocratique du Congo. La position de l'Union africaine et des pays de la région est pour moi essentielle. J'y suis très attaché et je peux dire ici que nous partageons constamment analyse et position et que la France soutient l'initiative prise par le président de l'Union africaine en lien étroit avec le président angolais. Enfin, sur les sujets de climat, nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion d'échanger. Nous partageons un engagement déterminé en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et pour le développement durable et l'environnement. Et je veux ici remercier à nouveau le Rwanda d'avoir voté en faveur de la résolution du Pacte mondial pour l'environnement, adoptée à une très large majorité à l'Assemblée générale des Nations unies il y a 2 semaines. La prochaine étape, ce sont les négociations que nous souhaitons ouvertes et inclusives, et je souhaite que nos partenaires africains y prennent toute leur place. Mais cet engagement était aussi très important pour nous. Voilà les principaux sujets sur lesquels je souhaitais revenir avant de céder la parole au président Kagame, à qui je redis pour moi l'importance des sujets que nous avons traités aujourd'hui et le plaisir que j'aurai non seulement à le retrouver demain
à Vivatech, mais dans quelques semaines à Nouakchott. Thank you very much, President Macron, for the invitation, first of all, and Voilà. Nous avons suivi donc Paul Kagame, reçu à l'Élysée, en France. Maître Lambert Ngoy, excuse-moi, le numéro, il ne faut pas mettre 44, mais 33. 33, tu mets 33 7 5 53 0 1 48 43 et ça va passer. 33, parce que la SIM, la puce qui est dans mon téléphone, c'est une puce française. Voilà. Donc il faut passer, mettre le numéro 33 au fait, 33. Si tu as des problèmes avec 44, essaye 33. Parce que moi, quand je suis à Londres, quand je passe des coups de fil, je mets 33. Voilà, merci. Bon. Donc nous avons vu le cinéma. Le cinéma de la France, pays de droits de l'homme, pays soi-disant liberté, égalité. Là où ce que viennent mes grands-parents maternels. Hein? Mon grand-père c'est un blanc et ma mère est de Paris. Mon père c'est un Africain. Hein? Donc je suis Congolais né au Congo-Brazzaville. Mais ça fait mal quand je vois la France, le jeu qu'elle fait. Mais en fait, nous ne sommes plus gouvernés par des gens qui veulent la paix dans le monde. Nous sommes gouvernés par des gens qui veulent exterminer le peuple noir. Nous allons voir. Nous allons voir une vidéo et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Je mets d'abord pause, après, voilà. Je mets pause et je mettrai sur le truc, vous allez voir. Vous allez voir. Très important. Suivez attentivement cette vidéo et vous allez beaucoup comprendre. So moving on to Rwanda, is anybody surprised that the president Paul Kagame won the new election? I'm not surprised. He's been 23 years that he's been president, and I am not surprised at all that he won this last election as well. In fact, when the election was coming up, all the foreign media that were reporting, they were like, forget about it, this is not an election. The man would win because he already clamped down on the opponent. Now, many Africans admire how Kagame has transformed Rwanda since the genocide. It is now the cleanest country in Africa. Electricity is stable, the roads are good, water is running in the cities, and not just that, they are producing their own laptops. I mean, a lot of African countries are now looking up to Rwanda as the only African country that is actually getting it right. So much love to share. Your blackness, oneness, so rare. So much love to care. Let them know they missing out. Attends. Pourquoi ça fait ça? Oh là 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 là. Where they said that Kagame and other countries are responsible for the unrest in Congo. That most of the natural resources that Kagame is using to transform Rwanda is allegedly. Where they said that Kagame and other countries are responsible for the electricity is stable, the roads are good, water is running in the cities, and not just that, they are producing their own laptops. I mean, a lot of African countries are now looking up to Rwanda as the only African country that is actually getting it right. So much love to share. Your blackness, oneness, so rare. So much love to care. Let them know they're missing out, Mama Africa. So much love to share. At the same time, though, so many Africans are upset about how Kagame is allegedly transforming Rwanda at the expense
of the Democratic Republic of Congo. As you guys know, there's a UN report where they say that Kagame and other countries are responsible for the unrest in Congo. That most of the natural resources that Kagame is using to transform Rwanda is allegedly coming from Congo illegally, because it's like they are stealing the resources from Congo. You all know that Congo is the richest African country in terms of natural resources, including gold, diamonds, tin, coltan, water reservoir, and so on and so forth. Congo is the heart of Africa. So much natural resources, the animals, the flowers, everything. Because the money is there, the resources are there in Congo, and everybody wants a piece of Congo. Now, till today, even though Kagame denies it, there are several reports alleging to the fact that during the genocide in Rwanda, thousands of Hutus fled to Congo, and Kagame got the US's support during the Clinton's administration to go after those Hutus in Congo. Paul Kagame, who led the Tutsi rebellion and was now in charge of Rwanda, saw these militant refugees as a threat to Rwandan national security. In the absence of justice, a terrifying cycle of revenge was about to take hold in Congo, as Paul Kagame's army prepared to massacre what many experts estimate to be hundreds of thousands of refugees. Now, that's another man's country, but they invaded Congo anyway. They went into Congo in the name of trying to kill the Hutus that were there as refugees. And of course, they killed them at refugee camps. These Hutu were not combatants. They were not people under arms. They were elderly, they were women, they were children, they were sick people. And the UN knew about it almost in real time. The UN knew, the US government knew, I believe other governments knew as well. Now, the word on the street is that the US supported Kagame because they felt bad that they didn't do anything when the genocide in Rwanda was happening. They did not make an effort to openly investigate those who were not good enough. They allowed investigations to be blocked. With the leaders of the United States and the United Nations looking the other way, Kagame proceeded with a full-scale invasion of Congo with his Ugandan ally, Yoweri Museveni. But the story did not end there. There are several reports that they didn't just go after the people, after the Hutus, that they actually went after the natural resources in eastern Congo. And it's not just Rwanda. Uganda also invaded Congo. In fact, about 9 countries now have forces in Congo. Rival warlords surrounding African countries like Rwanda and Uganda in the east have just gone in there and helped themselves to this enormous natural wealth. But there are several reports that Rwanda is the one playing the key role in the unrest that is happening in Congo. What role did the U.S. play in this? It was a pretty direct supporting role. I happened to go to Rwanda just before this invasion took place. Major shipments of weapons were coming in at night to support the Rwandan army. We had placed people in the country who were training Rwandan army troops. In short, we were supporting the invasion. Of course, leaders of both countries, they deny it. When I met President Paul Kagame earlier this year, he robustly denied any involvement. We should not be accused of a mess in the DRC, period. If the DRC is messed up on the hands of its own leaders. Meanwhile, since the invasion of Congo, more than 6 million people in eastern Congo have been killed because outsiders want the natural resources of Congo. I'm not saying 1, I'm not saying 2, I'm saying more than 6 million human beings like you and I. Now, this report was 2010. That's 7 years ago. So a lot of people estimate that by now at least 9 million people have been killed because the war is still going on in Congo. There's a global consensus that exists that says it's okay for nearly 6 million black people to die in the heart of Africa and for us to be silent. It has nothing to do with ethnicity. They killed Congolese like they were flies. You feel a mosquito and you just hit. That's exactly how they kill. It's as long as you can just wipe them out and get access. I mean, the mines exist. People used to live in those areas. Now, the war in Congo is not the people of Congo killing each other. It is outsiders coming in to invade their land and killing them so that they could get the natural resources. Those who committed genocide in Rwanda crossed over in the Congo, and the Congo has become the victim of what happened in Rwanda. Especially in eastern Congo, where a bulk of the natural resources is located. These resources that are found in the Congo are vital to major industries in the West, whether we're talking about the automotive industry, aerospace industry, technology industry,
the electronics industry, even the jewelry industry. These minerals exist in great profusion throughout the Democratic Republic of Congo, especially in its eastern part. Wanasema ni rako Darfur iko natoka Rwanda, inatokea Rwanda inakuja mpaka huko. Maana mambo ya kusema rako ni jamaa iko napigana. Now for the people who refuse to leave their land in Congo, many of them are either killed or they make them watch as they rape their wives and daughters right in their presence. Rape happened to be one of the weapon that worked the most, because as soon as you destabilize a community, you rape the entire village, the women of the entire village, in front of the children, in front of the husband, that community is broken completely, because the men cannot look at the wives in the eye and say, we were unable to protect you, and the women cannot survive that trauma. You guys know that rape has been used greatly as a weapon in eastern Congo. In fact, there has been several reports about how Congo is known as the rape capital of the world. At the same time, they make sure that they destroyed the hospitals so that those that were wounded would die. They don't want them to recover. In fact, someday I need to talk about this Congolese doctor doing amazing things, risking his life to save the women and girls that are raped in eastern Congo. So many of them, he will sew them together and then they will rape them again. He will have to sew them again. In fact, they are taking refuge at his hospital. Meanwhile, during the same period that Congo was invaded, between then and now, Rwanda has greatly transformed. In fact, Rwanda is now the largest exporter of coltan in the whole world, which is ironic because Congo is the one known as the producer of coltan. There are several reports that prove that before the conflict in Congo began, Rwanda was only exporting about 50 tons of coltan. Now, Rwanda is making about $250 million every year from exporting coltan, and they are projecting that by next year, they will be making $400 million. Today, Rwanda is the largest exporter of something that their neighbor is producing. Congo has 64% of the Earth's coltan, a precious mineral that is needed for our modern electronics, with the largest reserves of cobalt on the planet. Cobalt is a strategic and critical mineral that is essential for our aerospace, military, and defense industries. Although their president insists that they have coltan in Rwanda, they have mines in Rwanda. Another thing to keep in mind is that the president of Congo is a very good friend of the president of Rwanda. So yes, he looks the other way. So of course, Congolese citizens wanted to get rid of him last year during the elections, but the man cancelled the election. So he's technically in his third term by force. So a lot of people believe that so long as Joseph Kabila is there as president, Kagame will have unrestricted access to the natural resources in Congo. I have nothing against Rwanda, by the way, and I'm very excited about the developments in Rwanda. I have absolutely nothing against the people of Rwanda. I just don't think that it's okay to put someone else down for you to thrive, or to destroy one country for your own country to thrive. I don't think that there's the need to sponsor instability in another country or kill millions of people before you can develop. You do not have to slaughter millions of people to get access to the cobalt or access to the copper for your automobile industry. You want the coltan. Man, Congolese people don't eat coltan. Congolese people can't eat gold. Talk to the Congolese people. We're going to let you get the resources, but for God's sake, stop killing the people. Stop letting Rwanda, Uganda, and Joseph Kabila kill with impunity. This is all allegedly, and this is all based on reading several reports, including the UN report as well, where they say that they have all kinds of evidence. Till today, there's a huge enmity between Rwandese and Congolese people. I've been in a room with people from Rwanda and people from Congo, and I'm telling you, it was not pretty. A lot of Rwandese people say, why can't Congolese people get their acts together? And you know, that hurts, because a lot of people from Congo, they look at them with puzzles, wondering if the people of Rwanda are aware of what their president is allegedly doing in their country. So it's been 23 years since Kagame has been president, and despite the physical transformation that we see in Rwanda, there are several complaints of him clamping down on journalists, especially if anyone tries to report on his ties with the ongoing war in Congo or his role in the genocide. And not only that, it's a crime to protest. So I mean, it's not like you can't protest, but you are responsible for whatever happens to you after the protest, which is why you would never hear people protesting in Rwanda. And there are several political prisoners that have been there for years,
members and opposition members are usually arrested at the airport if they come back to the country, like the woman that I told you about some months ago. Will you step down in 2017? Again, don't worry about that. We have a constitution in place. Is that a yes? No, it is a broad answer to say you don't need to worry about anything. Not long ago, Kagame's administration amended the constitution so that he can rule until 2034. This is 2017, right? So this man may technically be the president until 2034. And of course, for this year's election, they made sure that his banner was everywhere. But for other candidates, they were not allowed to have their banner wherever the president's banner was posted. So wherever Kagame's banner was posted, they were not allowed to have theirs anywhere close to Kagame's banner. In fact, they were only given 3 weeks to campaign. 3 weeks. Not only that, the only female candidate, as soon as she declared her intent to run, her nude pictures surfaced suddenly. And people were like, how did this happen? After things were done, tried to undermine my campaign. During the collection of the signatures, the people working with me were harassed. Some were put in jail. They were told that signing for me was treasonous. In fact, no one is surprised that so many people did not even know of other candidates. There was one candidate that had a rally recently and only about 100 people showed up. So of course, no one is surprised that Kagame won this election again. So I want to know what you guys think. Is the transformation in Rwanda justifiable, even though it's allegedly at the expense of the lives of millions of human beings in another country? And before you answer that question, I want you to imagine that your country is the one that is being invaded for another country to develop. Also, would you rather have a president like Kagame that is described as a dictator, but he's developing his country? Or would you rather have the leader that you have? And my last question is, the US is aware of the human rights violations, but they fund the Rwandese government by giving them $200 million every year. And in return, the US companies have unrestricted access to coltan, which they use to make laptops, cell phones, airplanes, and so on and so forth. We have so many evidence on Rwanda and Uganda, and we even have a leaked UN report. But since 2000, the United States have given Rwanda $1 billion. Why is the United States supporting a genocidal government? The US actually describes Kagame as a friendly tyrant. Why is Rwanda and why are Uganda important to the U.S. military? Precisely because we can have them do things in Africa that we don't wish to do for ourselves. We can have their soldiers die if need be. We can have them deploy places if need be. And so having proxies, having allies, having clients who are willing to do your bidding becomes very important. So I want to know what you guys think about this, about the US and what's happening in Eastern Congo. Again, you guys don't know much. Guess what? I'm just skipping it. Voilà. Donc nous avons suivi, vous avez entendu. Hein? Elle a bien décrit le Rwanda. Hein? En anglais. Hein? Parce que Paul Kagame, il parle bien français. Mais il fait semblant de parler en anglais. Parce qu'au fait, il veut montrer que le Rwandais était colonisé par les Anglais qui sont venus les coloniser. Mais en réalité, c'est grandement fou. Il parle bien français. Mais parce qu'il veut bien se moquer de la France. Hein? Et les États-Unis. Et l'Angleterre. C'est eux qui sont derrière Paul Kagame. Et la France encourage les massacres, les viols, les fémicides en RDC. Pourquoi? Pour les pillages des minerais. Le Rwanda n'a pas de minerais. La terre rwandaise, elle est très pauvre. Même les plantations, tu mets des graines, tu jettes des graines. Tu passes 3 jours, ça ne pousse pas. Parce que la terre, elle est pauvre. Mais la terre du Congo RDC, moi-même, j'ai vu de mes yeux, quand on allait au Kivu, visiter les animaux. Hein? Des graines d'arachide crues que moi j'avais dans les mains. Hein? Parce qu'on m'a donné des arachides par les parents. Qu'est-ce que j'ai fait? Je mangeais certains et certains, je jetais à terre. Vu nous, on venait tout le temps parce qu'on était allé en RDC. À cette époque, j'avais 12 ans. Hein? Au Kivu. Visiter les animaux. Les lions, les éléphants, tout animaux qui se trouvaient dans la forêt. Jeter les graines. Hein?
Je vous assure, vu on partait tout le temps là-bas dans les forêts, après 3 jours, 4 jours, je vous assure, là où j'avais jeté les graines d'arachide, c'était des plantes d'arachide qui me sortaient. Donc la terre, elle est immensement riche. La terre de la RDC est une terre bénie par Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre. Et aucun Congolais ne doit mourir de faim. Je me souviendrai toujours, quand j'étais petit, il y avait pas mal de saka-saka, pas mal de l'huile, pas mal de produits de la RDC vendus au Congo, Brazzaville. Au peuple congolais, la RDC produisait énormément de vivres alimentaires. Et aujourd'hui, voir ce peuple souffrir de faim, non, il y a problème. Que la communauté internationale, je le dis bien, arrête de tuer les Congolais. Il est temps. Moi, ils ne me font pas peur. Ils ne me font pas peur. La France, les États-Unis, tous ces pays-là. S'il faut porter plainte de tous les crimes qu'ils sont en train de faire, mais on va le faire parce qu'il y en a marre. Nous ne sommes pas des moutons. Nous ne sommes pas des poulets de ces reptiliens avatars. Ils doivent respecter l'homme. Ils doivent respecter. Nous allons voir les massacres que Paul Kagame a fait en RDC. Des massacres d'atrocités. Et ce vendu-là, il est reçu en France. La honte. Le pays de mes arrière-grands-parents maternels. Des Blancs. Et je dis, c'est une honte. C'est une honte. Plus de 10 millions de chômeurs. Mais Emmanuel Macron, il n'arrange pas le chômage. Mais tuer les gens, encourager qu'on exécute les vies en RDC pour qu'eux, ils aient une belle vie, qu'ils prennent l'argent, mettre dans leur poche. Ça, ils aiment. Ça, ils aiment. Mais avant, nous allons suivre une vidéo. Nous allons suivre une vidéo d'abord. Je vais mettre, c'est sur Hitler. On parle de Hitler et vous allez voir c'est qui. Il parle de Hitler, de ceux qui ont fait des trucs. Mais il parle en réalité de Paul Kagame. Parce que Paul Kagame, son nom c'est Hitler. Et vous allez suivre. Some of the evilest men to have walked the earth, each one causing the deaths of many millions. But there's a man equally as despicable as Adolf Hitler, yet very few people even know of his existence. King Leopold II is one of the least reviled tyrants from history, yet he was directly responsible for the deaths of an estimated 15 million people. He caused a hidden Holocaust that is rarely mentioned, devastating an entire... Là, il parle de Léopold II. Il faut bien suivre. ...country, murdering the vast majority of its population. So, why is so little spoken about King Leopold II? Some say it's because he only murdered Africans. Leopold was the king of the Belgians between 1865 and 1909. Nothing about his upbringing spelled genocidal psychopath. As a young prince, he was perfectly well behaved, an outstanding member of the royal family. But it all went to pot when he gained ownership of the Congo in 1885. But let's just rewind a little. How does a king in Belgium come to own a large country smack bang in the middle of Africa? Throughout the late 1800s, Africa was being slammed by Europe. Multiple European countries attempted to and successfully colonise vast parts of the continent. The methodology behind all this was basically, oh, look, Africa isn't as civilised or technologically advanced as us. Let's take their land and freedom, then force them to practice our religion, use our technology, and we'll take all the profits from their mineral-rich land. Surely that's a better life than they're used to, no? The British Empire came first and claimed the south, the northeastern bit of the northwest. The French took the northeast and Madagascar. The rest was snatched up by the Italians and Portuguese. Oh, and Germany got their hands on a few bits as well. This left one massive gaping hole in the centre of Africa. The Congo was the hardest to take, because it was far from the coast and was covered in treacherous jungle. Leopold set his eyes on it, knowing it was rich in natural resources such as rubber, which was highly valuable at the time. So how exactly did Leopold come to own the Congo?
bearing in mind it is 76 times the size of Belgium and was home to millions of people. Did he simply invade and stick flags everywhere? No, that's the British way. He basically said to the world's most powerful nations, hey, if you guys aren't using this bit, can I have it? And they said, sure, if you give us a bit of money for it. However, the Congo is different to other African states. Unlike the others, such as South Africa and the Spanish Sahara, which were colonies of European governments, the Congo Free State, as it was known at the time, was deemed the private property of one man, his own personal plaything. Leopold formed the International African Society, which was a supposedly philanthropic scheme to help Africans by introducing them to Christianity and giving them clothes. But this was just a ruse to get the Belgian government to give him money to start up his supposed humanitarian project in Africa. What Leopold actually did in the Congo was far from humanitarian. He forced the Congolese people into hard labour, so hard that millions died from exhaustion, disease and starvation. The unfortunate natives were forced to dig up gold, hunt and kill elephants for their ivory, and chop down hundreds of miles of forest to set up rubber plantations all across the Congo. Gold, ivory and rubber were three of the most expensive commodities in the world at that time, and King Leopold sold all the resources he ruthlessly mined through slave labour to European countries in order to generate vast sums of money for his own personal enjoyment. As if all that wasn't enough, Leopold also sold swathes of Congolese into slavery. So, how did King Leopold organise such a large operation across an enormous country with millions of natives? Well, he was very, very smart and basically used his wealth and power to turn the Congolese people against themselves. He recruited a large army of mercenaries, which he named the Force Publique, made up of Congolese natives, and paid them to enforce his ruthless regime against their own people. Leopold set up a hierarchy, hand-picking the most loyal members of the Force Publique to become governors over a specific region of the country. Governors would be given complete dictatorial control over their realm, and they had quotas of ivory, gold and rubber that they had to enforce. If workers didn't meet their monthly quota of raw materials, they were mutilated. The most common way was to amputate their hands and feet, and if they fled town, the Force Publique would amputate the limbs of their entire family instead. Governors were paid via commission, so it was in their interest to force those under their control to work even harder. The result of this is that millions of natives were literally worked to death, either down the mines or in the fields. If you don't already hate this guy enough, he also used the Congo as a giant hunting ground for himself and his wealthy friends, where they freely hunted animals such as lions and elephants. No one knows for sure what the exact population of the Congo was before it was colonised by King Leopold, since it was so remote and dangerous, but it's estimated it was over 20 million. By the end of King Leopold's reign of terror, the population had dropped to well under 10 million. So, what ended his tyranny? Competition. The United States, Britain and the Netherlands owned large rubber-producing colonies of their own, and so King Leopold's efforts were stifling their profits on the global market. The Free Nations forced Leopold to surrender his land and hand it back to the Belgian government, who, by the way, still treated the Congolese people horrifically for many years afterwards. It wasn't until the country gained independence in 1971 that the Congo was free from the tyranny of Belgium. But the ripples of history run deep throughout the land. They still have a long way to go to achieve political stability today. Thanks for watching. Voilà. Donc nous avons suivi, vous avez vu. Il est temps donc que les choses changent. Je prends d'abord le numéro pour enregistrer du frère. Après, je vais parler avec vous. C'est quand même malheureux ce qui se passe au Congo RDC. Ça fait mal au cœur.
Ça fait mal. D'accord. Donc... D'accord. Après, je vais mettre ça enregistré. Comme ça. Attends, il est passé où? Oui. D'accord. Créer. Il faut mettre... Je dois d'abord mettre tout enregistré dans mon truc de contact. Après, aller sur WhatsApp et faire sortir ton truc sur WhatsApp. Oui, vous êtes en direct. Vous dites, sommes-nous en direct? Oui, vous êtes en direct. Oui, vous êtes en direct. Voilà. Et je sais actuellement, pendant que nous faisons ce direct, il y a les espions de Paul Kagame qui vont venir espionner. Mais il n'y a pas de problème. Hein? Venez bien espionner, il n'y a pas de problème. Nous, on se bat pour libérer le Congo, RDC et toute l'Afrique. Et ça va se faire. Au nom de nos ancêtres bantous. Et puis là, toute l'Afrique, la libération de toute l'Afrique viendra à partir de la RDC. Et nous avons besoin que la RDC sorte du gouffre. On a besoin. Donc maintenant, il faut chercher, ici, se mettre... Ah ouais. Attends. Repars. Ah, ça c'est des trucs à faire toujours avant les directs. Ah, Dieu, donne-moi la force. C'est dur d'être partout, hein. Oh là là. Allô, oui, c'est bon. Donc, tu pourras m'appeler, hein? Tu pourras m'appeler. Oui. Tu as vu, non? C'est bon. Ah oui, je vais te rappeler. D'accord. Que Dieu te donne la force, mon frère. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Là, le frère, je l'ai eu. Que Dieu soit béni. En tout cas, les ancêtres bantous sont bien. Quand on a un bon cœur dans la vie, l'ennemi ne peut pas mettre des blocages. Parce que le cœur, quand il est propre, hein, tout ce qu'on a besoin, Dieu fait. Hein, et que Dieu soit béni, que j'ai eu mon frère, hein, que Dieu soit béni. Hein, et que Dieu nous aide, nous tous, hein, qui voulons la libération de l'Afrique. Hein. Bon, mais attends, où est passé le grand Julien? Le grand Julien, il est passé où? Même lui, est-ce que je peux pas... S'il pouvait même m'envoyer une invitation comme ça, il va intervenir dans ce direct. Parce que lui, c'est quelqu'un de très très efficace. Il est très fort, le grand. Il est très fort. Mais ici, je vois, il m'a pas mis... Il n'a pas de possibilité de... Si je pouvais, il pouvait m'envoyer une invitation. Hein?
Ah là 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 là. Attends, ici, je peux lui envoyer. Ah oui, il m'avait mis. Voilà, ici. Je lui envoie. Qu'il réponde. Attends, je vais essayer de le... Bon, en attendant, je vais mettre un truc. C'est très important. Donc, ici, j'avais écrit. Donc, oui. Nous allons voir l'Union africaine. L'Union africaine, oui. Qui n'est que l'union de la mafia. Hein. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon frère, bonjour. Allô? Oui, oui, tu m'entends, c'est le Thier. Oui, je t'entends très bien maintenant. Voilà. Là, donc, Merci. Merci. De rien. Je suis donc en direct, là. Oui, 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 tu es en direct comme ça. Les Occidentaux ont la force pour l'instant, ils ont la technologie, ils ont les armes et ils contrôlent tous les réseaux financiers. L'Afrique, malheureusement, avait très mal démarré après les indépendances, avec très peu de cadres formés, des patriotes, mais malheureusement très peu de cadres formés pour pouvoir faire face aux lourdes tâches qu'ils devaient accomplir. Et les Occidentaux, comme Maître Jackson l'a très bien rappelé, nous ayant étudié pendant des siècles, connaissaient notre comportement sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan religieux, les relations que nous avions entre les uns et les autres. Ils avaient étudié cela de fond en comble, ce qui fait qu'il était beaucoup plus facile pour eux de recruter de traîtres parmi nous afin de combattre les patriotes de la première heure. Là, nous a retardé pendant des décennies. Oui. Heureusement. Donc, ils nous ont tué Lumumba, ils nous ont tué Nkrumah, ils nous ont tué tous les grands leaders que nous avions. Ils ont fomenté des coups d'État. Cela nous a retardé pendant des décennies. Donc, ils ont utilisé les propres fils de l'Afrique pour les opposer à d'autres Africains. Voilà. Pour les autres, et cela continue. Mais heureusement que pendant toutes ces décennies, la conscience africaine, certains ont dit la présence africaine, mais je préfère le terme qu'employait le cardinal Maloula d'heureuse mémoire. Oui. La conscience africaine ne s'est pas émoussée. Les jeunes Africains ont continué à croire à un avenir meilleur pour l'Afrique et qu'ils pourraient se battre. Et comme l'a rappelé un jeune Congolais récemment, il y a toujours eu des patriotes, mais il y a très peu de nationalistes. Les nationalistes, ce sont les patriotes qui sont prêts à donner leur vie pour leur patrie. Heureusement, à l'étape où nous sommes maintenant arrivés, les Africains ont compris que nous n'allons pas laisser les autres continuer à nous tuer comme ils nous ont tués par le passé, comme ils continuent à nous tuer actuellement. Maintenant, nous devons renverser le rapport de force. C'est à nos ennemis à commencer à compter les morts parmi eux. Nos ennemis, à commencer dans nos propres pays, tous ces collabos, tous ces traîtres, nous allons commencer à les abattre aussi. Voilà. Et en les abattant, leurs parents auront le message très clair que l'Afrique d'hier, qui se laissait abattre, qui se laissait corrompre, cette Afrique-là est en train de disparaître. Voilà. La nouvelle Afrique est prête, est faite d'Africains qui sont prêts à se sacrifier pour leur pays, pour leur continent, et que c'est une Afrique qui n'est pas prête. C'est une masse d'Africains qui n'est plus prête à écouter le message de flatterie. On donne des médailles à gauche, à droite,
pour élever certains d'entre nous qui seront utilisés contre nous. Maintenant que la conscience est assez claire, nous devons continuer à sensibiliser les nôtres pour que cela se fasse, cela devienne une, je vais utiliser un terme terre à terre, ça devienne une croyance populaire que l'Afrique appartient aux Africains et que